Monsieur le Président, chers amis, c'est un honneur pour cette maison de vous recevoir aujourd'hui et un plaisir pour moi d'ouvrir cette manifestation prestigieuse. Ce Forum des Futurs 2018 va se pencher pour les 2 jours qui viennent sur nos vies à l'horizon 2050 et sur les nouvelles frontières de l'anticipation. Alors je laisserai le Président présenter plus avant le passionnant programme qui a été préparé à votre intention. Nos maisons, la vôtre et la nôtre, qui regroupent la Cité des sciences et de l'industrie, inaugurée en 1986, et le Palais de la Découverte, qui lui a ouvert en 1937, collaborent de longue date, même si nous ne sommes formellement membres de l'association que depuis 10 ans. Vous ne pouviez ainsi choisir meilleur endroit pour ce forum que la Cité des sciences et de l'industrie. Les musées de sciences, les centres de sciences sont tous à des degrés divers des musées du futur. Ils ont pour mission d'éclairer le public, de susciter sa curiosité sur ce que sera demain, de promouvoir la réflexion prospective pluraliste. Une réflexion assise sur les faits, conduite selon une méthode rigoureuse, celle de la science, dont nous sommes ici les promoteurs. Une réflexion utile à tous, gouvernants comme simples citoyens, pour construire un futur débattu et partagé. Alors comment nous y prenons-nous de notre côté? Et quand je dis nous, pas seulement ici à Paris, mais en fait chez tous nos collègues en région, ils sont nombreux, Grenoble, à Toulouse, à Bordeaux, à Caen, à Chambéry, à Villeneuve-d'Ascq, la liste est longue. Alors chez nous, point d'œuvre, point de collection, point d'objet. Comme je le dis souvent avec facétie, nous n'avons strictement rien à montrer. Alors, raison de plus pour le faire bien, et nous le faisons de 1000 manières. D'abord en nous adressant à tous dès le plus jeune âge. Les enfants sont les bienvenus dans cette maison dès 2 ans, dans la Cité des enfants qui n'est pas très loin d'ici, que vous connaissez peut-être. Des enfants auxquels nous destinons beaucoup d'autres choses, comme des expositions temporaires, dont la prochaine ouvre dans quelques jours sur le thème des cabanes. Vu le temps qu'il fait, ça s'impose. Alors des expositions, il y en a bien sûr pour les adultes, des expositions qu'on appelle permanentes. Nous ouvrons au printemps prochain, ça pourra peut-être vous intéresser, une exposition sur les robots, car parler du temps présent est important, ça manquait dans cette maison. Et des expositions temporaires, en ce moment, nous en avons sur le feu, une autre qui s'appelle Corps et Sport, sur les 1000 facettes de l'activité sportive, et très bientôt, Microbiote, d'après l'ouvrage à succès, Le charme discret de l'intestin. Et nous ouvrons en début d'année prochaine un espace lui aussi permanent sur le jeu vidéo, un espace interactif, participatif, ludique, comme l'est en fait l'ensemble de notre programmation. Car le public a changé et change beaucoup. Il veut non seulement voir, comme dans un musée des beaux-arts, mais aussi de plus en plus toucher, ce qu'on ne peut pas faire dans un musée des beaux-arts, mais qu'on est invité à faire chez nous. Nous expérimentons depuis les origines cette formule, la main aidant à comprendre autant que le cerveau, et puis désormais, faire. Nous disposons en particulier d'un des plus grands Fab Labs de Paris qui ne désemplit pas. Je tiens d'ailleurs dans cette maison, ce qui explique un peu l'atmosphère de chantier qu'on voit en arrivant, se tient pour 3 jours à partir de demain, la Maker Faire, qui rassemble en nos murs tous ceux qui font, on les appelle les makers, excusez-moi, il n'y a pas de traduction en français, tous ceux qui font à l'ère numérique. Alors voir, toucher, faire, c'est ce que proposent nos établissements, décidés à œuvrer à une meilleure compréhension du monde d'aujourd'hui, à éclairer et à expérimenter celui de demain. C'est un beau programme pour que nos visiteurs se sentent partie prenante du monde qui vient et soient des citoyens à part entière. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons la Cité des sciences et de l'industrie. Alors, musée du futur, nous le sommes et le serons davantage encore, car nos sociétés n'ont jamais eu autant besoin de sciences, pour résoudre l'équation climatique en particulier. S'il n'y avait qu'un sujet, ce serait celui-là. Et dans le même temps, la contestation de la science n'a jamais été aussi forte. Alors, à nous d'adapter nos pratiques, à nous d'inventer de nouveaux dispositifs à destination des publics. Et croyez-moi, nous ne restons pas les bras croisés. Je n'en donnerai qu'un seul exemple. Nous venons de coproduire avec Arte, France Télévisions et le ministère chargé de la Recherche, l'INSERM, l'IRD,
une série de vidéos intitulée Data Science versus Fake, consacrée au démontage des infox. En quelques semaines, elle a totalisé plus d'1,3 million de vues, ce qui est un sacré beau résultat. Nous sommes des lieux non pas de vérité, laissons cela à d'autres, mais de réassurance. Je me souviendrai longtemps de ce que m'a raconté mon collègue de Tokyo, dans un Japon où Fukushima a discrédité la parole politique, la parole médiatique, la parole industrielle. C'est dans son musée que la société japonaise est venue poser des questions et chercher des réponses. C'est pour cette raison que la collaboration avec des acteurs tels que Futurible prend tout son sens. En insistant sur le temps long, vous donnez les moyens à chacun de s'extraire du tourbillon de l'instant pour mieux penser demain. Et demain a grandement besoin d'être pensé. Je vais donc laisser la parole aux éclaireurs, et plus particulièrement au premier d'entre eux, en vous souhaitant un forum fructueux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième forum des futurs. Et avant toute chose, je remercie Bruno Macquart, président d'Univers Sciences, pour ses propos chaleureux et pour nous accueillir ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Si j'ai bon souvenir, cher Président, à l'origine, la Cité des Sciences était essentiellement destinée à promouvoir la culture scientifique et technique. Et depuis lors, vous avez très largement ouvert le spectre de vos réflexions, très largement débordé sur les questions beaucoup plus générales de sciences et société, tout ça avec une approche résolument pluridisciplinaire et résolument prospective. Donc je suis tout à fait heureux que le deuxième Forum des futurs puisse se tenir ici, dans un lieu qui non seulement nous offre un bel espace, mais qui est porteur de sens et avec lequel on se sent assurément beaucoup de préoccupations complémentaires. Ce deuxième forum, je vais y venir dans un instant, est un élément important dans la vie de l'association Futurible Internationale, qui fête incidemment aujourd'hui, merci à la Cité, son 60e anniversaire, et qui, dès l'origine, s'est assigné de militer pour la prise en compte du long terme dans les politiques publiques et dans la stratégie des organisations, d'explorer le que peut-il advenir, mais ceci non pas pour le simple plaisir de l'esprit, pour éclairer ce que nous pouvons faire, ce que les uns et les autres estiment souhaitable de faire. Ces objectifs ont été fortement réaffirmés lors de l'adoption en décembre 2014 d'un nouveau projet associatif 2015-2020. Sa mise en œuvre s'est traduite par un renforcement notamment de l'activité de veille prospective de Futurible International, et elle s'est traduite aussi par un très fort renforcement de la structure des membres de l'association, et je salue ceux d'entre eux qui veulent bien être ici. Dans ce programme, deux éléments clés. Le système de veille, ce qu'on appelle le système Vigie, qui donne lieu tous les 2 ans, outre ses productions régulières, à un rapport dit rapport Vigie, qui soit offre un panorama large des tendances lourdes et émergentes, des facteurs de discontinuité et de rupture, c'était le cas du rapport Vigie 2016, soit se focalise sur une thématique singulière, c'est le cas du rapport Vigie 2018, qui porte sur l'évolution des modes de vie dans une perspective à long terme. Mais ce même projet associatif insiste une fois encore sur le rôle de l'association comme lieu d'échange et affirmait la nécessité d'organiser tous les 2 ans un forum des futurs. Le premier a eu lieu en 2016 au Futuroscope, le second, plus exactement le deuxième, se tient ici à la Cité des Sciences et nous en sommes très, très heureux. Outre l'appui apporté par Univers Sciences, ce forum est organisé avec plusieurs partenaires, le concours de plusieurs partenaires que je veux rapidement citer. Le Moving On Lab, alors vous me direz c'est un nom curieux, nom d'un écosystème créé par l'entreprise Michelin,
et qui rassemble aujourd'hui quelques 250 entreprises, centres de recherche, pour travailler sur la mobilité durable et les innovations propices à cette mobilité durable. Merci notamment à Éric Grave, je ne l'ai pas vu arriver, mais peut-être est-il là, qui est à la fois vice-président de Michelin et en même temps membre du conseil d'administration de Futurible. Il est organisé aussi avec le concours d'une autre communauté dite Spaceable, les Futuribles de l'espace, si j'ose dire, réseau qui lui-même rassemble 40 à 50 organismes à l'initiative du Centre national d'études spatiales, et j'en salue ici Murley Lafaille, qui a joué un rôle moteur dans la création de cette constellation. Et puis, troisième partenaire important, ou quatrième partenaire important, l'école de management et d'innovation de Sciences Po, notamment au travers de Corinne Le Forestier et Geoffrey Lavigne, et surtout le concours des étudiants de Sciences Po, qui ont bien voulu accepter d'endosser la responsabilité de présenter les scénarios sur les modes de vie futurs du rapport Vigie 2018. Sans entrer trop en détail dans le programme, je vous rappelle que ces 2 journées de notre Forum des futurs comprend 2 thèmes distincts et que néanmoins j'estime complémentaires. La première journée, aujourd'hui, s'inscrit dans le droit fil du rapport Vigie 2018, dont nous n'allons pas essayer de vous fournir une synthèse globale. Bonjour Eric. Mais sur laquelle nous allons avoir plusieurs sessions qui vont contribuer, je l'espère, à nous apporter sur tel ou tel point particulier des éléments complémentaires de réflexion ou d'interrogation ou d'interpellation. La seconde journée portera davantage sur les approches et le renouvellement des approches prospectives, les nouvelles pratiques et les conditions dans lesquelles elles peuvent être mises en œuvre, de telle sorte que la prospective assume pleinement la fonction qui est la sienne, l'anticipation au service de l'action. Dans la droite ligne des missions imparties à Futurible, ces journées, ce forum, doit permettre de mieux comprendre les transformations en cours. On commence par essayer de comprendre le présent et à explorer ensuite les futurs possibles, de favoriser le partage des réflexions par des publications, par des moments d'échange, ce forum n'est pas le seul, et de susciter concrètement l'implication des acteurs dans la construction de stratégies et de politiques favorisant l'intégration du temps long. J'espère que vous pourrez profiter pleinement de ces 2 journées, qu'enrichis des apports des uns et des autres, des contacts nouveaux que vous aurez pu sceller, vous repartirez plein d'une énergie nouvelle pour faire du meilleur des futurs le plus probable des futurs. Et là, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Merci, bon forum à vous tous, et je passe tout de suite la parole à François de Jouvenel, délégué général de l'association. Messieurs les présidents, merci beaucoup. On va lancer nos réflexions d'abord en donnant la parole à François Bourse, directeur d'études à Futurible, qui va vous rendre compte en 8 minutes maximum des résultats de l'enquête prospective à laquelle certains d'entre vous ont accepté de répondre et qu'on vous avait donc proposé en amont de ce forum. Restitution donc rapide des grandes lignes, sachant qu'on pourra éventuellement y revenir dans d'autres événements de l'association et que cette enquête restera vivante. Donc si jamais certains d'entre vous n'y ont pas déjà répondu, vous pourrez tout à fait le faire encore après ce forum. François, la parole est à toi. Merci François. Donc une présentation succincte de cette enquête auquel pratiquement la moitié d'entre vous ont répondu. Cette enquête comprenait 2 parties. La première portait sur les grandes transformations qui allaient impacter nos modes de vie à l'horizon 2050, notamment en relation avec le rapport Vigie 2018. C'est de cette partie dont je vais vous parler
pour l'instant. Et puis, il y avait une deuxième partie qui portait sur les transformations de la mobilité, de l'alimentation et du rapport au travail qui vous seront restituées cet après-midi dans le cadre des tables rondes correspondantes. Le premier élément que je voudrais vous dire, et ainsi que François l'a rappelé, c'est tout d'abord qu'au niveau de votre participation qui est élevée, vous nous avez fait un très grand nombre de commentaires. Donc on va devoir analyser l'ensemble des matériaux pour vous les restituer. Parmi l'ensemble des 20 facteurs de changement impactant fortement nos modes de vie à l'horizon 2050, il y a 2 juges de paix qui apparaissent extrêmement déterminants parmi l'ensemble des éléments que vous avez pu identifier. Donc là, quelques éléments de réponse et d'indication pour montrer effectivement que la répartition des votants est assez équilibrée en termes d'âge. Nous n'avons pas posé la question des participants hommes-femmes parce que ça ne se fait plus. Hein, c'est un point utile. Et les 2 juges de paix qui vous semblent les plus importants, à la fois vraisemblables et les plus déterminants pour l'avenir de nos modes de vie à l'horizon 2050 sont, sans surprise, le premier, les crises générales des écosystèmes, et l'ensemble des impacts qui y sont associés. Alors pas uniquement les écosystèmes naturels, les écosystèmes humains, on parlera également des agro-écosystèmes. Au regard des changements climatiques, de l'épuisement des ressources, c'est le facteur clé de l'avenir de nos modes de vie et pas uniquement dans les pays les plus touchés. Le deuxième facteur que vous mettez le plus en avant, et il est très fortement lié au précédent, ce sont les mouvements de peuple et de population à l'intérieur des régions et entre les régions dans les 30 prochaines années. Les 2 phénomènes apparaissent indissolublement liés, à la fois en termes d'accès aux ressources, d'accès à l'agriculture et à un certain nombre de produits agricoles, et puis des zones, et on le verra dans la table ronde numéro 2, qui apparaissent de moins en moins habitables pour une grande partie de la population. Suivent ensuite 4 transformations significativement importantes, qui sont les suivantes. Le poids des algorithmes et des IA dans nos systèmes de décision et dans nos modes de vie demain, ce n'est pas une grande surprise. Hein, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons de manière significative et sur lequel il y aura également une table ronde. Un autre point qui est un peu plus surprenant d'une manière générale, c'est le développement des maladies de civilisation et les problèmes d'inégalité dans l'accès aux soins, à la santé et des écarts types de plus en plus importants dans l'espérance de vie de nos concitoyens. Donc là, c'est un sujet qui fait l'objet d'un concernement assez important dans vos réponses. Donc progression des maladies de civilisation, pathologies chroniques et inégalité d'accès aux soins qui peuvent se traduire par une différence croissante dans l'espérance de vie des individus. Troisième thème particulièrement important parmi l'ensemble des 20 qui avaient été proposés, ce sont des parcours de vie dans la relation au travail, dans l'habitat qui apparaîtront de plus en plus chahutés, à la fois dans les transformations des systèmes familiaux, dans l'organisation des mobilités, dans l'organisation du rapport au travail. Ce n'est pas une surprise, mais il est important de le citer. Et puis, également un point particulièrement important qui concerne la montée des organisations non étatiques dans les régulations globales et locales. ONG, réseaux de villes, acteurs et autres acteurs internationaux, associations d'entreprises et de firmes, ce seront des sujets que nous évoquerons. Alors, parmi l'ensemble de ces sujets, il y en a 2 qui reçoivent moins de positions, je dirais, et d'intérêt que les autres. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre, espérons-le. Les pandémies et les maladies infectieuses. Vous considérez globalement que s'il est probable que de nouvelles pandémies émergent liées notamment à des zoonoses, des pathologies liées au monde animal, les dispositifs qui ont été développés depuis une trentaine d'années en matière de surveillance, de contrôle et de réponse doivent permettre de gérer correctement ces situations à l'horizon 2050. Et puis, dernier sujet qui apparaît effectivement pour vous à la fois moins important et moins structurant demain, c'est la place et le rôle de l'État, à la fois dans la traduction de ces politiques en matière d'impact social et économique, et puis avec une dimension plus importante donnée à la territorialisation et à l'individualisation d'un certain nombre de politiques.
Je voudrais terminer sur un point important, qui est peut-être le plus important de cette enquête. Il y avait un espace ouvert sur lequel on a plus d'une centaine de commentaires et de réponses qui nous ont été apportées sur les analyses prospectives qu'il convient, selon vous, de renforcer. Alors, on s'attendait à des réponses sous la forme de thématiques classiques. Et en fait, vous posez beaucoup plus des questions et des problématiques. Et la première d'entre elles, c'est, certes, nous entrons dans un monde de transition, avec un certain nombre d'ambitions, de cibles à des horizons 2040-2050. Ce qui fait défaut, c'est la réflexion sur les temporalités. Comment mène-t-on ces transitions entre des acteurs politiques, économiques, des industriels, des territoires, qui ont chacun d'entre eux des temporalités différentes? C'est la première question que vous soulevez. Deuxième question, elle porte sur un univers qui va évoluer avec des dispositifs qui pourraient être de plus en plus contraignants en matière d'alimentation, de mobilité, face notamment à l'épuisement d'un certain nombre de ressources. Est-ce que les politiques et les dispositifs qui vont être mis en place ne vont pas être source de nouvelles fractures et de nouvelles inégalités? Ça, c'est un des points qui vous préoccupe de manière très significative. Le troisième sujet porte sur la place des communs et leur gouvernance. Quels seront les communs demain et leur gouvernance dans la gestion de l'eau, de l'air, de l'accès à la formation? Et encore deux sujets. La question de la gouvernance multi-acteurs. C'est très beau, effectivement, selon vous, d'anticiper sur la montée en puissance des acteurs non étatiques dans la régulation ou la gouvernance globale. Mais ces acteurs non étatiques sont-ils capables de s'organiser entre eux? C'est-à-dire quelle relation entre les entreprises, les ONG, les grandes villes, par exemple, dans la gestion et les territoires, dans la gestion de ces transitions? Et puis, un point également particulièrement important, c'est comment développer des dispositifs de formation, d'éducation et de transmission des futures générations face au monde qui vient. Il semble que, selon vous, cette question est largement sous-étudiée dans le cadre de nos systèmes de formation et de réflexion pédagogique actuels. Je vous remercie.